Nous voilà à nouveau réunis pour examiner, 6 mois après le désastre Chido, un troisième texte sur Mayotte, alors que rares sont les dispositions du premier texte, dit d'urgence, à avoir connu un début d'application. Le cyclone a mis en lumière le préoccupant retard de développement de Mayotte et son mal-développement. Inégalités révoltantes, banalisation de la violence, économie de comptoir, embouteillage monstrueux, pression excessive sur l'environnement terrestre et lagonaire, entretenue par l'inaction criante de la presque totalité des gouvernements depuis la départementalisation de 2011. Départementalisation dont vous avez affirmé, Monsieur le Ministre, lors des débats en commission, qu'il n'était pas question de la critiquer. Pour ma part, j'entends bien en pointer les impasses et les limites, comme le font la quasi-totalité des hauts fonctionnaires en poste à Mayotte et, avec prudence, quelques élus mahorais. Jamais Mayotte n'aura suscité autant d'attention de la part du monde politique. Mais le projet de loi que nous allons examiner, s'il entérine des investissements maintes fois promis, ce qui est bienvenu, est loin de tenir sa promesse. De refondation de la relation à la République, du pacte social qui lie les habitants de Mayotte, des voies d'un développement endogène, riche en emplois, appuyé sur les ressources de l'archipel, du projet pour la jeunesse, il n'est ici guère question. Reconstruction serait plus juste, au mieux. Étudiés en procédure accélérée, les textes qui nous sont soumis transpirent une obsession, l'immigration. Des raccourcis douteux ont été faits, des termes pénibles prononcés, y compris par vous, Monsieur le Ministre, qui avez parlé de gangrène. L'immigration donc responsable de tous les maux, de tous les désordres, de tous les retards d'équipement de Mayotte. Elle n'est responsable pourtant ni de la faiblesse intrinsèque de l'économie mahoraise, qui est loin de fournir des emplois aux jeunes qui sortent de formation, ni du retard de convergence sociale, ni du désordre foncier, ni des retards apportés à la concrétisation des travaux du 2e hôpital, de la 3e retenue collinaire, du Caribus, dont on parle depuis 20 ans. Il faut ici rappeler l'étroitesse des liens qui persistent entre Mayotte et les Comores. Bien des Mahorais ont la double nationalité, ont des parents aux Comores, où ils vont en vacances, où ils construisent une maison, où ils vont parfois recréer un foyer. Et puis les immigrés comoriens et malgaches sont pour la moitié d'entre eux au moins en situation régulière, parfois depuis des années. Ils travaillent à l'hôpital, sur les routes, dans les champs. Leurs enfants font des études jusqu'au bac avec mention très bien pour plusieurs dizaines d'entre eux chaque année. Loin de moi la tentation démagogique de nier les lourdes difficultés auxquelles fait face Mayotte, confrontée à un solde migratoire positif et à un taux de natalité élevé. Alors que près de 100 000 étrangers en situation régulière sont trappés dans l'archipel, la suppression du visa territorialisé voté en commission constitue une avancée à ne pas négliger pour des jeunes souvent nés à Mayotte qui aspirent à poursuivre des études ou à endosser des responsabilités professionnelles. Il faut le redire, on ne vient pas à Mayotte avec l'unique objectif d'obtenir à l'usure un titre de séjour ou un passeport français, mais au péril de sa vie pour travailler, manger, envoyer les enfants à l'école, bref, avec l'espoir d'une vie un peu meilleure. Le texte ne consacre pas moins de 15 articles à la remise en cause des droits des étrangers et à la construction d'un rideau de fer dont l'efficacité ne sera que relative au prix de nombreuses vies. Je fais mien ici les propos de la défenseure des droits qui dénonce avec force cette stratégie. On le pressent, le gouvernement teste à Mayotte des mesures que certains rêvent d'étendre à l'ensemble du territoire français, qu'il s'agisse de redonner tout pouvoir au préfet, de revenir sur le droit du sol ou de durcir les conditions d'accès au séjour en France. Nous serons amenés, c'est très attendu, à accélérer la convergence progressive avec l'Hexagone de la presque totalité des droits sociaux et économiques, presque, car de l'aide médicale d'État, il n'est toujours pas question. La mission d'information sénatoriale relative à l'accès aux soins à Mayotte de 2022, Jacques Toubon, alors défenseur des droits, Santé publique France plus récemment, sont pourtant unanimes sur la nécessité d'étendre ce dispositif à Mayotte. Il y a quelques semaines à peine, nous avions l'opportunité de le faire grâce à un texte de la niche Lyotte. À l'issue d'une négociation opaque et en échange de garanties orales qui n'engagent en fait personne, la rapporteure, qui nous a habitués à plus de ténacité et d'obstination, a alors retiré son texte. Je le regrette. Au motif de remédier au retard apporté à la maîtrise foncière de terrains indispensables à la conduite de projets d'intérêt général, le gouvernement entend élargir le régime de prise de possession anticipée à de nombreuses infrastructures. L'examen en commission a limité cet élargissement aux seules installations portuaires et aéroportuaires. Une telle mesure ne me paraît pourtant pas scandaleuse s'agissant de nouvelles retenues d'eau ou de nouveaux établissements de santé. Mayotte a besoin aussi d'un schéma régional de l'énergie et d'un plan de mitigation des effets du dérèglement climatique. J'ai déposé des amendements en ce sens. Loin des postures et des annonces, loin des agitations xénophobes et des obsessions anti-migratoires, Mayotte a besoin d'une gouvernance robuste, de savoir-faire technique et financier,
d'initiatives économiques offrant un débouché à une jeunesse inquiète, d'une volonté tenace de corriger les retards structurels en matière de santé, d'éducation et de logement. Bref, rien de nouveau. Le temps de l'action est venu, à condition qu'on ne se trompe pas de priorité.